Si vous appréciez mon travail sur YouTube et souhaitez m'aider à le faire connaître, je vous invite à liker, vous abonner, activer la cloche, laisser un commentaire ou partager cette vidéo. Votre aide m'est extrêmement précieuse, je vous en remercie et vous souhaite un excellent visionnage. Je suis vraiment désolé, vos résultats d'analyse sont arrivés. Et il n'y a pas vraiment de bonne manière d'annoncer ça. Vous avez un rhume. Bah, comment ça, vous vous attendiez à pire? Bon. Bah, dans ce cas, je lance le générique, je me change et on en parle tout de suite après. Précédemment dans Théorie du bonheur. Lorsqu'on communique, on a le même problème que lorsqu'on raisonne. Il nous faut tenir compte de notre subjectivité. À vrai dire, c'est même pire, parce qu'il faut aussi tenir compte de la subjectivité des personnes avec qui on communique. Ce que nos émotions font, c'est qu'elles introduisent un biais dans notre jugement. Il le fait dévier, parfois au point de nous faire aboutir à des conclusions ou à des décisions partiales, ce qui peut nous amener à agir de manière inadéquate. Nos émotions interfèrent avec nos communications. Je vais expliquer comment et quelles conséquences ça a pour nous. On va voir que ces conséquences posent problème, tant à titre individuel que collectif. Je vais alors proposer de quelle manière les appréhender quand nous communiquons, de sorte à nous en protéger et aussi à défendre nos intérêts. Un responsable RH de votre entreprise vous contacte pour vous informer d'une mauvaise nouvelle. La promotion que vous aviez réclamée vous est refusée. Il manifeste une intense tristesse en vous l'annonçant, et déplore avec colère que les circonstances ne permettent pas de vous donner satisfaction. Bon, la tristesse et la colère du responsable RH, franchement, vous vous en cognez. Ce qui importe, c'est que vous n'avez pas eu votre promotion. Un message peut être empreint d'émotion par celui qui nous le transmet. Il contient alors deux informations, le fait qui nous est communiqué, plus une charge émotionnelle. Or, quelle que soit cette charge émotionnelle, elle ne change rien au fait communiqué. Peut-on alors dire qu'elle n'est qu'un bruit parasite? Non. En tout cas, pas toujours, et je vais expliquer pourquoi. Ce qu'on peut déjà dire, c'est que nous devons faire la part des choses dans nos messages entre ce qui relève du fait communiqué et ce qui relève de la charge émotionnelle. La charge émotionnelle avec laquelle un message nous est transmis est une information en elle-même, qu'il nous est possible d'exploiter. Elle indique une émotion manifestée par notre interlocuteur, dont nous pouvons tirer des conclusions. Imaginons que quelqu'un vous appelle à l'aide après avoir accidentellement provoqué un incendie, et vous comprenez en l'écoutant que cette personne panique. Cette information n'est pas du tout négligeable, c'est un facteur aggravant de la situation, et vous devez en tenir compte pour réagir le mieux possible. À l'inverse, une charge émotionnelle peut être sans rapport avec un message transmis. Il m'est déjà arrivé d'avoir une crise de fou rire lors d'une prise de parole en public, à cause d'une blague qu'on m'avait racontée la veille. Là oui, on peut dire qu'il s'agit d'un bruit parasite, qu'il vaut mieux ignorer pour se concentrer uniquement sur l'information factuelle transmise. Sur les deux exemples précédents, j'ai évoqué des émotions sincères qui accompagnent les messages des personnes qui les ressentent vraiment. Mais la charge émotionnelle d'une communication peut tout aussi bien être simulée, comme dans le cas de votre responsable RH qui objectivement se fout bien de votre déconvenu, mais fait semblant de s'en affliger afin de mieux faire passer la pilule. Bon, dans cet exemple, l'information transmise par la charge émotionnelle simulée n'est pas particulièrement utile ou pertinente. Mais dans d'autres cas, ça peut être intéressant de la détecter, en particulier si elle révèle que notre interlocuteur cherche consciemment à nous faire réagir dans un objectif précis. La bonne interprétation des charges émotionnelles que nous recevons nous permet entre autres de déjouer d'éventuelles tentatives de manipulation. En plus de contenir de l'information, les charges émotionnelles que nous recevons ont des effets sur nous, dont il faut tenir compte. Quand j'étais en 3e, notre professeur d'histoire a commencé un cours de manière étrange. Sans expliquer pourquoi et avec un air sombre, il a demandé à 5 élèves de la classe, dont moi, de se lever. Bon, à ce stade de l'histoire, je me demandais surtout quelle connerie j'avais encore faite. Après avoir fait durer le suspense, notre professeur prend la parole sur un ton solennel. En août 1914, dit-il, tous les élèves de cette classe rejoignent l'armée suite à l'ordre de mobilisation générale et sont envoyés combattre l'Allemagne. 1 an plus tard, seuls les 5 élèves que j'ai désignés sont encore en vie. Et encore 1 an plus tard, un seul d'entre eux aura survécu. Vous pouvez vous rasseoir. C'était évidemment beaucoup plus efficace pour nous faire nous rendre compte du carnage qu'a été la Première Guerre mondiale que de nous réciter simplement les chiffres des pertes humaines.
Si je me souviens encore de ce cours, c'est parce qu'une information nous marque beaucoup plus si elle suscite chez nous une émotion, qu'elle soit agréable ou non. C'est quelque chose dont on peut tirer profit, notamment à des fins pédagogiques. Les fables de La Fontaine, par exemple, transmettent des morales d'autant plus faciles à retenir qu'elles sont plaisantes à découvrir. Les faits qu'on nous communique peuvent à eux seuls provoquer en nous des émotions. Et nous avons vu dans les épisodes 2 à 7, consacrés à la raison, que ces émotions peuvent induire notre jugement en erreur. Vient s'ajouter à ça la charge émotionnelle avec laquelle les faits nous sont communiqués, qui aggrave notre réaction et impacte encore plus notre jugement. Objectivement, on n'a aucune raison de réagir différemment selon qu'une mauvaise nouvelle nous est annoncée calmement ou de manière alarmiste. En pratique, pourtant, on y est sensible. Ce week-end, je pique-niquais avec des amis, et parmi eux, un couple avait peur des guêpes. Franchement, je comprends, moi-même j'aime pas ça et j'en ai longtemps eu très peur. Faut dire que j'ai marché sur un nid quand j'avais 8 ans et ça m'a pas aidé à les apprécier. Si une guêpe vous tourne autour, le mieux c'est de rester calme. En principe, elle n'a aucune raison de vous attaquer spontanément. Mais si vous paniquez et faites des gestes brusques, elle peut y voir une menace, et là vous prenez le risque d'être piqué. Donc si quelqu'un a peur des guêpes et que vous voulez l'alerter qu'il y en a une qui lui tourne autour, il y a 2 manières de faire. La bonne, qui consiste à dire « Ne bouge pas, reste bien calme, il y a une guêpe qui te tourne autour, mais elle va bientôt s'en aller. » Ou la mauvaise, qui consiste à dire « Attention, t'as une guêpe dans les cheveux !» Ce à quoi la personne va réagir en faisant « Ah !» Et là, il est probable qu'elle se fasse piquer. Ce qui change entre ces 2 manières de communiquer, c'est la charge émotionnelle. Il nous faut maîtriser celle qu'on émet, et ne pas nous laisser influencer par celle qu'on reçoit. Bon, l'exemple des guêpes peut prêter à sourire. Mais dans certaines situations, comme l'incendie que j'évoquais tout à l'heure, notre survie peut tout à fait dépendre de notre capacité à communiquer sans paniquer. Et ça demande un effort de contrôle de soi. C'est pas facile et il convient de s'y entraîner. On m'a appris à me maîtriser en m'imposant de rester à table malgré la présence de guêpes, jusqu'à ce que je sache surmonter ma peur. En y repensant, c'était un bon exercice. Quelles que soient nos peurs, il est sain de nous y confronter, sans nous mettre en danger bien sûr, pour nous apprendre à les tolérer, et à garder notre sang-froid dans les situations délicates. Je l'ai déjà dit, une information nous marque davantage lorsqu'elle suscite notre émotion. À l'échelle d'une population, il en découle que l'opinion publique est irrationnelle. En 2015, la photo d'un enfant de 3 ans sans vie échoué sur une plage turque alerte toute l'Europe sur le drame humanitaire que représente la crise migratoire. Il y a très clairement eu un avant et un après cette photo dans l'opinion publique. Ce qui me choque, c'est qu'avant cette photo, on savait très bien l'ampleur du drame. La mort fréquente de femmes, d'hommes et d'enfants était régulièrement annoncée aux informations. Mais parce que nous sommes plus sensibles aux émotions qu'aux faits, il a fallu que cette photo soit publiée pour que l'opinion publique réagisse à un problème déjà connu. Et une fois que l'opinion publique a réagi à cette photo, des dirigeants politiques ont commencé à traiter le problème, notamment en Allemagne. Alors attention, je suis pas là pour donner mon opinion sur la crise migratoire, ni pour juger l'action des dirigeants. Ça c'est un autre sujet, très complexe au demeurant, que je maîtrise pas assez pour commenter intelligemment. Par contre, à travers cet exemple, je fais remarquer que nous semblons plus dirigés d'après nos émotions collectives que, comme il se devrait, d'après l'analyse rigoureuse des situations auxquelles nous sommes confrontés. Or, nos émotions collectives, pour tout un tas de raisons dont j'ai déjà parlé à l'épisode 6, ne sont vraiment pas nos meilleures conseillères. Elles nous font prendre des décisions partiales et précipitées, qui peuvent davantage aggraver les situations que les résoudre. Une fois l'émotion passée, on arrête d'agir, même si les problèmes ne sont pas réglés. Ça veut aussi dire qu'il y a sûrement beaucoup d'autres situations comme la crise migratoire avant cette photo que nous ne traitons pas parce que nous ne les connaissons pas, mais parce que l'opinion publique ne s'en émeut pas encore suffisamment. Il y a donc un phénomène de sélection par l'émotion qui est très malsain, ou encore ça peut nous faire réagir à tort contre de faux problèmes si nos émotions face à certaines situations sont mal placées. Or ça peut arriver très souvent, et pour cause. Nos émotions ont une telle influence à l'échelle d'un pays que beaucoup de personnes, bien intentionnées ou non, cherchent à les provoquer pour servir leurs intérêts. En première ligne dans une démocratie, on trouve les politiques, dont j'ai déjà expliqué que le métier consiste davantage à être élu qu'à mettre en œuvre des solutions pour le pays. Dès lors, leur communication vise plus à susciter nos émotions que notre réflexion factuelle. C'est pas étonnant que la plupart soient capables de se contredire autant lorsqu'on les confronte sur les faits. C'est parce que c'est pas leur métier. Ça devrait, mais ça l'est pas. Les associations bénévoles aussi recourent à ce stratagème, parfois de manière franchement malhonnête, et notamment en vous faisant culpabiliser. Attention, ne partez pas du principe que parce qu'une association est caritative, elle ne va pas chercher à vous manipuler, ou que cette manipulation est un mal pour un bien.
Beaucoup d'entre elles ne sont d'ailleurs que des initiatives politiques, visant, sous couvert de générosité, à influencer l'opinion publique. Et je parle même pas de celles qui détournent les fonds collectés au profit de leurs organisateurs, plutôt que de les mettre au service des causes qu'ils prétendent défendre. Fort heureusement, elles sont pas toutes comme ça, beaucoup font un travail admirable qu'il faut saluer. Mais les cas de déviance connus justifient que nous fassions preuve de vigilance. Les médias d'information aussi préfèrent communiquer du contenu à forte charge émotionnelle plutôt que factuelle, dans le but de faire de l'audience. J'ai déjà parlé du sensationnalisme, c'est ce qui fait notamment qu'on va plus mettre en avant un clash entre deux personnalités que la confrontation de leurs idées. À tel point que la scène politique ressemble plus de nos jours à un battle de rap ou à une émission de télé-réalité qu'à une réflexion collective intelligente. Bref, notre réaction aux charges émotionnelles représente une faille, exploitée massivement par de nombreuses instances, notamment populistes. Et comme le but de ces instances n'est presque jamais l'intérêt général, mais plutôt le leur, il faut nous méfier des émotions qu'elles cherchent à susciter au sein de l'opinion publique. Du coup, individuellement, qu'est-ce qu'on en fait de cette charge émotionnelle ? Pour celle qu'on reçoit, je l'ai déjà dit, il faut la décorréler du fait communiqué, l'analyser séparément pour déterminer si elle véhicule des informations pertinentes, et ne pas laisser l'émotion qu'elle induit en nous altérer notre jugement. Aussi, il est toujours bon de chercher à comprendre l'intention et l'objectif de la personne qui nous communique un fait, avant de nous laisser aller à l'émotion qu'il provoque en nous. Quant à la charge émotionnelle qu'on émet maintenant, il faut nous en servir. Ne serait-ce que pour rendre nos messages plus percutants, plus convaincants, plus mémorables, etc. Vous serez peut-être choqué que je vous incite à ce que j'ai appelé plutôt de la manipulation. J'ai effectivement suggéré de nous en protéger, et de comprendre comment et pourquoi on cherche à nous manipuler, afin de ne pas l'être à notre insu. Mais les manœuvres à base de charge émotionnelle ne servent pas forcément à nuire. Nous pouvons y recourir par souci de productivité, par pédagogie, comme l'a fait mon professeur, voire même par compassion. Là-dessus, je vous laisse juge de vos propres intentions. C'est pas le tout de s'en servir, il faut la maîtriser. Nous ne devons pas introduire malgré nous une charge émotionnelle qui pourrait se retourner contre nous. Se mettre en colère dans un débat peut révéler un point de faiblesse dans notre argumentation, ou donner à notre adversaire l'opportunité de nous déstabiliser. Et ce, même si on a objectivement raison. Provoquer quelqu'un à la colère pour le pousser à se décrédibiliser, c'est une manœuvre courante pratiquée par ceux qu'on appelle les trolls. C'est aussi pour ça que lorsqu'on rencontre des complotistes du genre platistes, anti-vax et autres partisans de théories fumeuses sur les chemtrails, blague, et les reptiliens, ça sert à rien de s'énerver contre eux et de les insulter. Seulement en gardant notre calme, peut-on espérer les ramener à un peu de bon sens. Et je suis le premier à reconnaître que c'est pas facile quand on est confronté à certains spécimens. Si vous jouez la carte de l'émotionnel pour essayer de me convaincre d'un truc, vous risquez de me braquer parce que j'y suis moins sensible qu'à des raisonnements objectifs. A l'inverse, essayez d'expliquer à un type qui a peur en avion que statistiquement c'est le moyen de transport le plus sûr. Ça le calmera pas pendant un vol. Il y sera pas réceptif parce que sa peur est alimentée par les 10 km de vide sous ses pieds, par les irrégularités qu'il croit percevoir dans le bruit du moteur, et par chaque turbulence. Les individus peuvent donc chacun être plus sensibles à une approche objective ou à une approche émotionnelle, selon leur personnalité et le contexte. Il faut donc nous adapter. Voilà, on a fait à peu près le tour de ce que j'avais à dire sur la charge émotionnelle. Et avec tout ça, dans ce chapitre dédié à la communication, on n'a toujours pas parlé de son contenu. C'est parce que je garde le meilleur pour la fin, et la fin de ce chapitre, on la verra au prochain épisode. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce 13e épisode, sorti avec un peu de retard, je vous prie de m'en excuser. Ce sujet m'a demandé un travail d'écriture plus long que prévu, pour bien délimiter le propos et ne pas partir en hors-sujet complet. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le resplendissant pouce en l'air, à vous abonner, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos, à le commenter et surtout à le partager. À l'instant où je tourne, je fête les 3 mois de l'émission, j'en profite pour vous remercier une nouvelle fois pour votre soutien. Je suis très heureux de l'évolution de la chaîne et j'espère que vous aussi. En tout cas, je suis pas prêt de m'arrêter. Voilà, c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.